L'automne 2004, dans la ville tchèque de Pilsen, était calme et sans histoire. La vie suivait son cours, et il semblait que les événements les plus retentissants se déroulaient quelque part, au loin, sur les écrans de télévision. Mais le 21 octobre, cette tranquillité trompeuse fut brisée. Le service d'urgence reçut un appel d'une femme, inquiète que sa voisine de 80 ans du quartier de Slovanie ne réponde plus aux appels et n'ouvre plus sa porte depuis 24 heures, bien que la lumière soit allumée dans ses fenêtres. Une ambulance standard fut envoyée sur les lieux. En arrivant, les secouristes découvrirent que la porte de l'appartement était effectivement verrouillée de l'intérieur, mais qu'elle cédait si l'on poussait plus fort. Le verrou n'était pas complètement enclenché. À l'intérieur, le silence et la pénombre les accueillirent. Dans le couloir, ils virent la propriétaire âgée de l'appartement. La femme gisait inconsciente sur le sol. Elle était encore en vie. Sa respiration était faible et intermittente. L'examen révéla de très graves blessures à la tête et de nombreuses contusions sur tout le corps. L'ambulancier en chef, un homme avec de nombreuses années d'expérience, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une chute ou d'un accident domestique. La nature et l'emplacement des blessures indiquaient clairement que la femme avait été longuement et méthodiquement battue. Pendant que son collègue tentait de stabiliser l'état de la victime, il contacta le répartiteur par radio et demanda l'envoi d'une patrouille de police à l'adresse. À partir de ce moment, l'affaire passa du domaine médical au domaine criminel. Peu après, une équipe d'enquêteurs arriva sur les lieux. Tout d'abord, les experts de la police scientifique bouclèrent l'appartement et commencèrent une inspection méthodique. Ce qu'ils virent à l'intérieur dépassait l'entendement. Ce n'était pas simplement le désordre laissé par un cambrioleur cherchant à la hâte de l'argent ou des bijoux. Les pièces semblaient avoir été ravagées par un ouragan de fureur aveugle et inexplicable. Un vieux buffet aux portes vitrées s'était brisé, son contenu jeté au sol. Les armoires étaient ouvertes, les vêtements et le linge arrachés des étagères. Mais un détail troubla particulièrement les enquêteurs. Sur le sol, parmi les éclats de porcelaine et les débris de meubles, gisaient des photos de famille. Quelqu'un ne les avait pas seulement décrochées du mur, mais les avait déchirées en petits morceaux avec une haine personnelle. Pour les policiers expérimentés, c'était un signal clair. Le motif du crime n'était pas le profit, mais quelque chose de bien plus sombre. Cette hypothèse fut confirmée lorsque les experts terminèrent leur inventaire. Après une inspection minutieuse, il s'avéra que presque rien de valeur n'avait été volé dans l'appartement. L'agresseur n'avait pris que quelques vieilles médailles commémoratives, qui avaient probablement une valeur sentimentale pour la propriétaire, et la montre-bracelet, la moins chère. Le niveau de cruauté envers la victime et l'ampleur des destructions dans l'appartement étaient totalement disproportionnés par rapport à la valeur du butin. L'affaire perdait toute logique criminelle. L'enquêteur expérimenté qui dirigeait l'équipe passa des heures à arpenter l'appartement dévasté, essayant de reconstituer le puzzle. Quelque chose dans le mode opératoire du criminel, dans ce mélange de vandalisme et de vol minime, lui semblait familier. Il retourna au poste et demanda personnellement à consulter les archives de toutes les agressions non résolues sur des personnes âgées dans ce quartier au cours des derniers mois. 1 heure plus tard, 2 dossiers furent posés sur son bureau. En parcourant les premières pages des rapports, il sentit un frisson le parcourir. Le 15 septembre, agression d'un homme de 82 ans. Le 2 octobre, agression d'une femme de 78 ans. Le scénario dans les 2 cas était identique dans les moindres détails. Le même quartier, la victime, un retraité vivant seul, une porte forcée de manière similaire, et la même violence insensée et extrême à l'intérieur de la maison. Le tableau se dessina de manière définitive et irrévocable. La police de Pilsen n'avait pas affaire à une série de cambriolages isolés. Ils comprenaient maintenant avec horreur qu'un criminel en série agissait méthodiquement et de sang-froid dans leur ville tranquille. Cette prise de conscience qu'un criminel en série opérait dans la ville changea complètement le cours de l'enquête. Les agressions, qui semblaient chaotiques à première vue, devaient maintenant être assemblées en un système cohérent pour comprendre la logique du monstre et tenter de prévoir son prochain coup.
Les enquêteurs se tournèrent d'abord vers ceux qui ne pouvaient plus rien dire, les victimes. Sur le bureau du chef de l'équipe d'enquête se trouvaient désormais 3 dossiers, 3 vies brisées. Un homme de 82 ans, une femme de 78 ans, et la dernière victime, une femme de 80 ans, qui luttait toujours pour sa vie à l'hôpital. Pour comprendre ce qui liait ces personnes, les enquêteurs commencèrent à examiner leur biographie. C'étaient des personnes âgées ordinaires qui avaient mené une vie longue et paisible. Le premier était un ancien cheminot qui avait travaillé toute sa vie au dépôt. La deuxième était une institutrice de primaire, dont ses élèves, désormais adultes, se souvenaient encore. La troisième était la veuve d'un militaire qui s'était consacré à sa famille. À première vue, ils n'avaient rien en commun. Mais lorsque les détectives commencèrent à étudier les données des cartes sociales et à interroger les voisins, un détail crucial apparut. Le facteur clé qui en avait fait des cibles idéales. Tous les 3 vivaient seuls. Pas d'enfants à proximité, ni de parents capables de les protéger. Ils étaient isolés du monde et totalement sans défense. L'étape suivante consista à placer les lieux des crimes sur une carte de la ville. Et là, une deuxième tendance se manifesta avec une évidence effrayante. La première agression, commise le 15 septembre, avait eu lieu dans le quartier résidentiel calme de Slovanie, un endroit où tout le monde se connaît et où un étranger est immédiatement remarqué. Les enquêteurs plantèrent une première punaise rouge sur la carte, puis une deuxième apparut à côté, le lieu de l'agression du 2 octobre, et une troisième, celle du 21 octobre. Les 3 punaises formaient un groupe très dense sur la carte. Il devint clair que le criminel ne choisissait pas ses adresses au hasard dans toute la ville. Tous les crimes avaient été commis dans un rayon de quelques pâtés de maison seulement. Il avait délibérément choisi cet endroit. C'était sa zone de chasse. La police avait maintenant suffisamment de données pour établir un premier profil psychologique. Les experts rassemblèrent tous les faits connus, le statut social des victimes, la géographie des agressions, la nature de la cruauté manifestée et l'étrange absence de motifs clairs. Le tableau qui se dessinait était terrifiant. Le profil reposait sur plusieurs conclusions clés. Premièrement, le criminel choisit délibérément les plus vulnérables. Deuxièmement, le vol n'est pas son objectif principal, mais plutôt une couverture ou une action impulsive. Troisièmement, il agit en série, avec de courts intervalles, affinant son mode opératoire. Et quatrièmement, il opère sur un territoire limité et qui lui est familier. Sur cette base, un profil de travail officiel fut formulé et envoyé à toutes les patrouilles. Le criminel est très probablement un résident local qui tire une satisfaction psychologique, non pas du vol, mais de l'acte même de domination et d'infliger de la douleur à des personnes âgées. Ce profil de travail était la seule piste, mais c'était une piste théorique, basée sur des conjectures et des analyses. Pour une véritable percée dans l'affaire, il manquait l'élément le plus important, un témoin. Et juste au moment où l'enquête semblait être dans une impasse, des nouvelles inattendues arrivèrent de l'hôpital. La troisième victime, la femme de 80 ans, avait repris conscience. Contrairement aux 2 premiers cas, où les victimes avaient été découvertes trop tard ou n'avaient pas survécu aux premières heures après l'agression, une chance se présentait. Une chance de regarder le monstre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Mais cette chance était mince et pouvait disparaître à tout moment. Les médecins avertirent immédiatement la police. L'état de la patiente était critique et toute conversation pourrait être la dernière pour elle. Il n'y avait pas de temps pour les formalités. L'enquêteur le plus proche de l'hôpital, ayant reçu un appel d'urgence, se rendit immédiatement sur place. Tout le poids de l'enquête de plusieurs jours, tous les espoirs de ses collègues reposaient désormais sur ses épaules. Sa tâche était simple et en même temps incroyablement complexe. Obtenir n'importe quelle description, même fragmentaire, de l'agresseur. La couleur des cheveux, la taille, les vêtements, la voix. Chaque détail pouvait devenir la clé de l'énigme.
Dans la chambre d'hôpital, au son monotone des bips des appareils, l'enquêteur s'approcha du lit. La femme gardait difficilement les yeux ouverts, mais il était évident qu'elle était consciente et comprenait qui se trouvait devant elle. Sans perdre une seconde, il posa la question principale qui tourmentait toute la police de Pilsen. Qui a fait ça? Pouvez-vous le décrire? Selon le procès verbal d'interrogatoire, à ce moment-là, la femme essaya de dire quelque chose. Ses lèvres bougeaient, mais à cause des graves blessures à la mâchoire, elle ne pouvait émettre aucun son. L'enquêteur voyait dans ses yeux un désir désespéré d'aider, mais son propre corps était devenu sa prison. Toutes les tentatives pour obtenir une description claire de l'apparence ou des vêtements de l'agresseur échouèrent les unes après les autres. L'espoir qui venait de naître s'évanouissait sous ses yeux. L'enquêteur sentait qu'il la perdait. Il voyait la conscience l'abandonner. Alors, dans une dernière tentative désespérée, il décida de changer de tactique. Au lieu de poser des questions directes sur l'apparence, il commença à poser des questions générales, suggestives, espérant un signe, un hochement de tête ou un mot. Le connaissiez-vous? Était-il seul? A-t-il dit quelque chose? Il parlait doucement mais avec insistance, essayant de percer le voile de la douleur et des médicaments. Et à ce moment, rassemblant ses dernières forces, avant de perdre définitivement conscience, la femme parvint à expirer un seul mot, à peine audible. Dans le procès verbal d'interrogatoire, il fut consigné mot pour mot « Szkola », école. Quelques heures plus tard, sans reprendre connaissance, elle décéda. Ce mot fut son dernier témoignage et la seule preuve que la police possédait. Et ce fut aussi la seule véritable piste de toute l'affaire. Lorsque cette information fut transmise au quartier général de l'enquête, elle eut l'effet d'une bombe. L'orientation des recherches, jusqu'alors chaotique et oscillant entre différentes versions, pivota de 180 degrés. La théorie principale d'un gang de toxicomanes ou de récidivistes dévalisant des personnes âgées de pour leur dose fut immédiatement écartée. Elle n'expliquait ni la cruauté irrationnelle, ni, encore moins, cet étrange mot prononcé avant de mourir. L'enquête avait maintenant une nouvelle et unique hypothèse de travail qui allait désormais guider toutes leurs actions futures. Les criminels sont des adolescents, liés d'une manière ou d'une autre à une école. Et la police se mit au travail. Une opération de grande envergure fut lancée pour vérifier systématiquement tous les établissements scolaires du quartier de Slovanie où les agressions avaient eu lieu, et dans le quartier résidentiel voisin de Bori, d'où l'on supposait que les criminels pouvaient venir. Le travail était colossal et épuisant. Les détectives passèrent des jours et des nuits à interroger des dizaines de directeurs d'école, de directeurs adjoints et de conseillers d'éducation. Ils examinèrent les dossiers personnels, étudièrent les listes d'élèves difficiles, connus pour absentéisme, bagarre ou petits vols. Chaque nom, chaque prénom qui suscitait le moindre soupçon était vérifié. Mais tout fut en vain. Les jours passaient et les vérifications ne donnaient absolument rien. Aucun des enseignants interrogés ne pouvait désigner des élèves capables d'une telle cruauté. Tous les adolescents du groupe à risque avaient des alibis ou ne correspondaient tout simplement pas au profil psychologique. L'énorme machine policière tournait à vide. Une semaine après avoir obtenu la seule piste, l'équipe d'enquête se réunit pour analyser les résultats. L'enthousiasme initial avait laissé place à une profonde déception. Il devint évident que la piste sur laquelle ils avaient fondé tant d'espoir n'avait pas fonctionné. Et la raison résidait dans son défaut fondamental. Le mot « école » était trop général, trop vague. Il pouvait signifier n'importe quoi. Un élève, un ancien élève, un employé de l'école ou même quelqu'un habitant à proximité. Le cercle des suspects potentiels était si large qu'une enquête efficace était tout simplement impossible. La police avait dépensé d'énormes ressources, mais au final, n'avait pas avancé d'un pouce. L'enquête était officiellement dans une impasse. Quand il n'y a pas de nouvelles pistes, pas de nouvelles preuves, et que le seul indice s'avère inutile,
Les enquêteurs chevronnés font ce qu'ils ont toujours fait. Ils retournent aux archives. Dans le silence des bureaux, ils recommencent à éplucher de vieux dossiers poussiéreux dans l'espoir de trouver un mode opératoire similaire, un nom familier, n'importe quel fil qui aurait pu être manqué des années auparavant. Et c'est là, parmi des dizaines de dossiers de petits vols et de conflits domestiques, qu'un nom refait surface. Petr Král. Pour les enquêteurs, ce nom fut une bouffée d'air frais. Petr Král était une de leurs vieilles connaissances, déjà condamné pour une série de vols, et sa spécialité était précisément les retraités solitaires. Il était le candidat idéal pour cette toute première version que la police avait abandonnée après avoir reçu l'indice sur l'école. Son profil était simple et clair. Un toxicomane ayant constamment besoin d'argent pour sa dose. Le mobile était évident. Les méthodes étaient connues. Il semblait que l'enquête, après un énorme détour, était revenue à la solution la plus logique et la plus simple. Le jour même, Petr Král fut déclaré recherché comme principal suspect dans l'affaire des agressions en série. Sa photo et son signalement furent envoyés à toutes les voitures de patrouille de la ville. L'attente ne fut pas longue. 2 jours plus tard seulement, une patrouille ordinaire le repéra dans une rue discrète de la banlieue de Pilsen. L'arrestation fut rapide et sans bruit. Král fut conduit au commissariat central pour y être interrogé. Alors qu'on le menait dans le couloir, de nombreux officiers le regardaient avec soulagement. Il semblait que le cauchemar qui avait tenu la ville en haleine ces dernières semaines était enfin terminé. Il était assis dans la salle d'interrogatoire en tant qu'accusé principal dans l'affaire que l'on avait déjà surnommée celle du monstre de Pilsen. L'interrogatoire commença de manière standard. L'enquêteur exposa les faits, les dates, les adresses. Petr Král écoutait en silence, sans surprise, comme un homme habitué à traiter avec la police. Et lorsqu'on lui posa la question directe de son implication, il déclara calmement son innocence totale. C'était prévisible. Tout criminel commence par nier. Mais Král fit ensuite quelque chose d'inattendu. Il dit qu'il avait un alibi, et pas seulement les paroles de connaissance, mais des documents officiels confirmant qu'au moment des 2e et 3e agressions, il ne pouvait physiquement pas se trouver à Pilsen. Il était dans un centre de désintoxication pour toxicomanes dans une autre ville. Les enquêteurs firent immédiatement une demande auprès de la clinique indiquée. La réponse arriva 1 heure plus tard et détruisit complètement leur version. Le personnel et les documents du centre de réhabilitation confirmaient à 100% les dires de Král. Son alibi était en béton. Le suspect le plus idéal et logique s'avéra être innocent. Cette piste d'enquête fut officiellement classée. L'enquête n'était pas seulement revenue à la case départ. Après le temps perdu et les faux espoirs, elle se trouvait dans une impasse encore plus profonde qu'auparavant. La fausse piste et l'échec de l'indice école avaient fait perdre un temps et des ressources précieux à la police. Mais en criminalistique, il arrive souvent que les affaires les plus retentissantes soient résolues, non pas grâce à des éclairs de génie dans les bureaux, mais par le hasard et la vigilance de citoyens ordinaires. Et c'est exactement ce qui se produisit le 25 octobre 2004. Le commissariat de police de Pilsen reçut un appel, un parmi des centaines ce jour-là, qui n'attira pas particulièrement l'attention au début. L'appelant était le propriétaire d'un petit prêteur sur gage, situé en plein centre-ville, dans la rue animée de Prešovská. Il expliqua qu'il suivait la procédure standard. Signaler tout client ou objet suspect. Selon lui, peu de temps avant son appel, un jeune homme était entré et avait proposé d'acheter une vieille médaille militaire. L'objet en lui-même n'était pas unique, mais le vendeur et son comportement l'avaient intrigué. Le propriétaire du prêteur sur gage était un homme expérimenté et sentit immédiatement que quelque chose clochait. C'est pourquoi, après avoir conclu la transaction, il décida de le signaler à la police, par précaution. L'appel fut transféré à un agent de l'équipe d'enquête qui s'occupait des agressions en série. Le détective, épuisé par les impasses sans fin, demanda au propriétaire de décrire la médaille en détail par téléphone. Sans grand espoir, l'homme commença à énumérer des éraflures caractéristiques, une gravure avec une année,
une couleur particulière du ruban. Et à ce moment, un silence se fit à l'autre bout du fil. L'enquêteur comparait cette description avec la liste des objets volés dans la maison de la dernière victime. Et là, une correspondance à 100%. C'était l'une des médailles du défunt mari de la femme agressée le 21 octobre. Pour la première fois, l'enquête disposait non pas d'une théorie ou d'une supposition, mais d'un fil concret et physique menant du lieu du crime à une personne spécifique. Le ton de la conversation changea instantanément. « Décrivez-le », ordonna presque l'enquêteur. Et les premiers mots du propriétaire firent battre plus vite le cœur du détective. « C'était un adolescent, dit-il. Il semblait avoir 16 ans, peut-être un peu plus. Il était très nerveux et avait l'air effrayé. » La version école redevint soudainement la principale. Le propriétaire du prêteur sur gage, doté d'une excellente mémoire visuelle, donna à l'enquêteur une description précise et détaillée. Cheveux blonds, coupe simple, corpulence mince, yeux effrayés et une veste sombre bon marché. C'était plus que suffisant. On demanda immédiatement au propriétaire de se rendre au commissariat. Le soir même, en collaboration avec un dessinateur de la police, il aida à créer un portrait robot. Le fantôme sans visage qui terrorisait les personnes âgées de Pilsen avait enfin des traits concrets et reconnaissables. L'enquête avait un visage. Ce portrait robot, réalisé à partir des dires du prêteur sur gage, devint le principal et unique espoir de la police. Le soir même, il fut reproduit et envoyé à tous les commissariats de district de Pilsen avec une tâche simple: identifier l'adolescent représenté. La réponse arriva bien plus vite que prévu. Dès le lendemain matin, un policier de quartier du quartier résidentiel de Bory appela le quartier général de l'enquête. Il reconnut presque immédiatement et sans aucun doute le jeune homme du portrait robot comme étant Marek Svoboda, 16 ans, résidant sur son territoire. Cela semblait être la fin. Mais lorsque les enquêteurs reçurent les premières informations sur Marek, ils furent complètement déconcertés. Les informations du dossier ne correspondaient absolument pas à l'image du criminel violent qu'ils recherchaient. Marek Svoboda était tout le contraire de leur profil. Il avait grandi dans une famille complète et tout à fait respectable. À l'école, il était bien considéré. Un élève calme et studieux qui n'avait jamais eu de problème, ni d'études, ni de discipline. En 16 ans, il n'avait jamais attiré l'attention de la police. Même pour des délits mineurs, c'était le portrait d'un fils idéal, pas celui d'un tueur en série de sang-froid. Malgré cette contradiction flagrante, la piste de la médaille était trop sérieuse pour être ignorée. Le 26 octobre 2004, une équipe d'intervention, munie d'un mandat, partit pour l'arrêter. Il n'y eut ni assaut de l'appartement, ni course-poursuite dramatique. Tout se déroula de la manière la plus banale qui soit, ce qui ne faisait qu'ajouter au surréalisme de la situation. Marek Svoboda fut abordé dans la rue alors qu'il rentrait de l'école, comme des centaines d'autres adolescents. Il n'essaya pas de fuir, ne résista pas. Il fut emmené au commissariat pour un premier interrogatoire et c'est là que son comportement devint vraiment étrange. Marek garda un silence absolu. Il ne pleurait pas, ne se mettait pas en colère, ne protestait pas. Il ne montrait aucune émotion, se contentant de s'asseoir sur une chaise et de fixer un point devant lui. Une telle réaction déconcerta les enquêteurs expérimentés. Le comportement de Marek ne correspondait ni au profil d'un coupable, ni à la réaction d'un innocent accusé à tort. Il semblait être ailleurs. De plus, les détectives savaient à quel point leur dossier était fragile. Essentiellement, ils n'avaient que l'identification du propriétaire du prêteur sur gage, qui liait Marek à l'objet volé, mais en aucun cas à l'agression elle-même. C'était bien trop peu pour l'inculper d'une série de crimes violents. L'enquête se retrouvait face à une nouvelle et cruciale tâche. Trouver une preuve directe et irréfutable qui confirmerait la présence de Marek Svoboda sur le lieu du dernier crime. Alors que Marek Svoboda gardait le silence dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs savaient que le temps pressait. Sans preuve directe ni aveu,
l'affaire contre l'élève idéal risquait de s'effondrer au tribunal. La seule solution était de revenir au tout début. Au bureau d'enquête, tous les éléments recueillis sur le lieu du dernier crime furent à nouveau étalés sur les tables. Des centaines de photos, des rapports, des schémas, chaque sac de preuves scellé. Ils cherchaient en quelque chose qui, dans la précipitation des premières heures, aurait pu être considéré comme insignifiant. Et leur attention fut attirée par l'un des sacs. Il contenait les fragments d'un petit vase en céramique, trouvé à quelques centimètres du corps de la victime. Lors de la première inspection, ils avaient simplement été inscrits au procès-verbal comme faisant partie du saccage général. Mais maintenant que l'enquête avait un suspect concret, ces fragments prenaient une toute nouvelle signification. Et si, au moment de l'agression, la victime ou l'agresseur avait touché ce vase? Et s'il y avait laissé une trace? C'était une chance infime, mais il fallait la saisir. La nuit même, une deuxième expertise dactyloscopique plus approfondie fut ordonnée pour chaque fragment, même le plus petit. L'action se déplaça des bureaux bruyants des enquêteurs au silence stérile du laboratoire de police scientifique. L'expert en blouse blanche, armé d'une pince à épiler et d'instruments spéciaux, se mit au travail. C'était un processus long et minutieux, semblable à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Un par un, les fragments étaient délicatement traités avec une poudre magnétique spéciale censée révéler les traces latentes. Premier fragment, rien. Deuxième, juste une trace floue et indistincte. Troisième, quatrième, cinquième. Rien qui puisse servir de preuve. Les heures passaient et l'espoir s'amenuisait avec chaque fragment vide. Et juste au moment où l'expert terminait de travailler avec la dernière poignée de fragments sur l'un des plus petits morceaux de céramique, la poudre révéla soudain un fragment d'empreinte digitale clair et parfaitement conservé. Le laboratoire s'anima instantanément. La trace trouvée fut immédiatement numérisée et chargée dans la base de données informatique pour comparaison. Sur un écran apparut l'empreinte du fragment de vase. Sur un autre, les empreintes digitales qui avaient été prélevées sur le détenu Marek Svoboda quelques heures auparavant. Le programme lança une analyse automatique. La tension était à son comble, et quelques secondes plus tard, le résultat s'afficha à l'écran. L'analyse informatique montra une correspondance totale sur 12 points uniques, plus que suffisant pour une identification à 100%. Le rapport d'expertise officiel était bref et ne laissait aucun doute. L'empreinte digitale sur le fragment de vase du lieu du crime appartient à Marek Svoboda. L'enquête tenait enfin sa preuve irréfutable. L'affaire semblait résolue. Mais lorsque l'enquêteur entra dans la salle d'interrogatoire et posa le rapport d'expertise officiel devant Marek Svoboda, rien ne changea. L'adolescent regarda le document prouvant sa présence sur les lieux du crime, puis fixa à nouveau un point dans le vide. Il continuait de se taire. Ce comportement étrange et apathique ne correspondait absolument pas à la gravité des preuves. Pour comprendre ce qui se passait dans la tête du suspect, il fut décidé de faire officiellement appel à l'un des meilleurs psychologues judiciaires du pays. Sa tâche était simple: observer Marek, analyser son comportement et dresser un portrait psychologique détaillé. L'expert passa plusieurs heures avec Marek, ne posant pas de questions directes sur les meurtres, mais parlant simplement avec lui de sujets divers, observant ses réactions, son langage corporel, ses intonations. Et les conclusions qu'il présenta dans son rapport furent un nouveau choc pour les enquêteurs. La toute première ligne du rapport réfutait complètement toutes leurs hypothèses. Le comportement du sujet, écrivait le psychologue, n'est pas un signe de sang-froid, de calcul ou de sociopathie innée, caractéristique des tueurs en série solitaires. Le psychologue affirmait que derrière l'apparente distance de Marek se cachait quelque chose de tout à fait différent. Son silence et son absence totale d'émotion n'étaient pas le masque d'un monstre cruel, mais une réaction de défense, le résultat d'une très forte pression psychologique extérieure ou même d'une peur pathologique de quelqu'un ou de quelque chose. Après avoir étudié tous les éléments du dossier, le profil de Marek et avoir comparé cela à ses propres observations,
l'expert avança l'hypothèse principale et choquante qui changeait complètement toute la perspective du crime. La conclusion du psychologue était sans équivoque. Il est fort probable que Marek Svoboda n'ait pas agi seul. Il avait un partenaire qui le dominait, le soumettait et le contrôlait. Ce rapport atterrit sur le bureau du chef de l'équipe d'enquête et eut l'effet d'une bombe. L'hypothèse d'une deuxième personne expliquait soudainement toutes les incohérences et les étrangetés de cette affaire. La cruauté irrationnelle, qui n'était pas caractéristique d'un adolescent comme Marek, et son comportement étrange lors des interrogatoires. Il devenait clair qu'il n'avait arrêté que l'exécutant, un instrument docile entre les mains de quelqu'un d'autre. Le même jour, la version principale de l'enquête fut modifiée. L'affaire était désormais qualifiée de crime commis par un groupe de personnes en entente préalable. La police se retrouvait face à une nouvelle tâche, faire parler Marek Svoboda et lui faire nommer son complice. La tactique d'interrogatoire fut complètement changée. L'enquêteur entra de nouveau dans la pièce, mais cette fois, il tenait 2 dossiers. Il s'assit en silence en face de Marek et posa le premier sur la table, le rapport officiel de l'expertise dactyloscopique. Puis il ouvrit le 2e dossier. C'était le rapport du psychologue judiciaire. Sans élever la voix, l'enquêteur commença à lire lentement et clairement à Marek la conclusion clé de l'expert, que son comportement était le résultat de la peur, qu'il avait agi sous une pression immense et qu'il avait très probablement un partenaire dominant. Après avoir fini de lire, l'enquêteur regarda l'adolescent droit dans les yeux. Pour la première fois, il ne posa pas de questions. Il lui fit une proposition directe. Il dit à Marek qu'il avait le choix. Continuer à se taire et assumer seul toute la responsabilité de ses crimes odieux, ou tout raconter, tel que ça s'était passé, et expliquer qui était avec lui ces jours-là. Qui l'avait forcé à faire ça? Un lourd silence s'installa dans la pièce. Marek Svoboda resta silencieux très longtemps. Le procès-verbal d'interrogatoire notera une pause de près de 7 minutes. L'enquêteur ne le pressa pas, lui laissant le temps de prendre une décision dont toute sa vie dépendait désormais. Et dans ce silence, quelque chose se brisa. Pour la première fois de tous les interrogatoires, le visage de Pierre de l'adolescent se fissura. Il baissa la tête. Ses épaules se mirent à trembler. Le procès-verbal notera sèchement. Le suspect a commencé à pleurer. C'était le point culminant. Le mur de silence qu'il avait si longtemps construit s'effondra. Il leva ses yeux pleins de larmes vers l'enquêteur et prononça les 3 mots qu'ils attendaient de lui depuis si longtemps. « Je vais tout raconter ». L'enquêteur alluma le dictaphone. La tension dans la pièce était palpable. Il posa la question principale vers laquelle toute cette longue et pénible enquête avait mené. « Qui était avec toi ?» Marek se tut quelques secondes, rassemblant ses esprits, puis répondit doucement qu'il n'était pas seul dans ces maisons. Son meilleur ami était avec lui. L'enquêteur exigea un nom, et Marek le donna. Jakub Novak, 17 ans. À partir de ce moment, l'antagoniste principal entra en scène. Le nom de Jakub Novak, prononcé dans le silence de la salle d'interrogatoire, déclencha immédiatement une nouvelle phase de l'opération policière. Tandis qu'un groupe d'enquêteurs continuait de travailler avec Marek, un autre commença à recueillir d'urgence des informations sur le nouveau suspect. Des demandes furent immédiatement envoyées à l'école où les 2 adolescents étudiaient, aux services sociaux et à la brigade des mineurs. Les réponses commencèrent à arriver dans l'heure, et elles dressaient un portrait qui était à l'opposé de celui de Marek Svoboda. Le rapport de la même école sur Jakub était accablant. Les enseignants le décrivaient comme un élève insolent, conflictuel et ingérable. Il avait la réputation d'un leader informel, autour duquel d'autres adolescents se rassemblaient toujours, et il était enclin à résoudre tous les problèmes par la force. Le tableau fut complété par les services sociaux. Jakub avait grandi dans une famille monoparentale qui était depuis longtemps suivie par leurs services comme étant une famille à problème. Au cours des 2 dernières années, il avait été interpellé à plusieurs reprises par la police pour des petits vols dans des magasins et pour sa participation à des bagarres de rue.
Si Marek était le gentil garçon d'un monde privilégié, Jakub en était le sombre reflet. Sur la base de ces informations, la police n'avait plus de doute. Le soir du 26 octobre, le même jour que l'arrestation de Marek, une équipe d'intervention partit arrêter Jakub Novak. Ils le trouvèrent dans l'appartement où il vivait avec sa mère. Contrairement à la réaction passive et effrayée de Marek, Jakub se montra provocateur. Il nia tout catégoriquement, criant que c'était une erreur et tenta même de menacer les policiers. Pendant qu'on le faisait monter dans la voiture, une perquisition commença dans sa chambre. Et très vite, les enquêteurs trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Dans le tiroir de son bureau, parmi ses effets personnels, ils découvrirent une vieille montre-bracelet pour hommes et une broche pour femmes. Les experts confirmeront plus tard que ces objets avaient été volés dans les maisons des premières et deuxièmes victimes. L'enquête avait maintenant le tableau complet. Sur le bureau du chef, 2 portraits psychologiques, 2 dossiers, 2 destins. D'un côté, le suiveur, le gentil garçon calme, Marek Svoboda. De l'autre, le dominant, l'agressif mauvais garçon, Jakub Novak. Au même moment, Marek, qui avait déjà commencé à faire des aveux détaillés, confirma ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. Il raconta que toutes les décisions, qui choisir, comment entrer dans la maison, que faire ensuite, étaient prises exclusivement par Jakub. La version officielle de l'enquête fut finalement établie et devint la base de la future accusation. Jakub Novak était l'organisateur et l'idéologue du groupe criminel. Marek Svoboda était l'exécutant, entièrement sous son influence psychologique. Une fois la hiérarchie du duo criminel établie, les enquêteurs devaient reconstituer le déroulement des événements dans les moindres détails, les plus sordides. Maintenant que Marek Svoboda avait commencé à parler, on ne pouvait plus l'arrêter. Un flot de souvenirs terribles se déversa. L'enquêteur lui demanda de décrire en détail, étape par étape, comment ils avaient mené leurs agressions depuis le tout premier jour. Et le récit de Marek révéla la banalité choquante et cynique de leurs actes. Tout commençait, selon lui, de la manière la plus simple possible. L'après-midi, après l'école, ils se retrouvaient dans leur quartier résidentiel de Bori. Ils prenaient le bus de ville ordinaire numéro 30 et parcouraient une vingtaine de minutes jusqu'au quartier de Slovanie, un endroit calme avec des maisons individuelles où vivaient de nombreux retraités. Ils descendaient à un arrêt au hasard et se contentèrent de marcher dans la rue. Le choix de la victime, comme l'a confirmé Marek, était totalement spontané. Jakub choisissait une maison au hasard qui lui plaisait. Ils s'approchèrent de la porte, frappaient, et quand on leur ouvrait, demandaient poliment un verre d'eau. Si une personne d'âge moyen apparaissait sur le seuil ou s'il était évident qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, ils remerciaient simplement et partaient. Mais si la porte était ouverte par une personne âgée seule, Jakub donnait un signe et il faisait irruption à l'intérieur. À ce moment de l'interrogatoire, l'enquêteur posa la question la plus importante. Qui portait les coups ? Marek se tut, puis répondit doucement. Ces paroles, consignées dans le procès-verbal, ressemblent à un scénario de film d'horreur. « Jakub » dit Marek. Jakub frappait le premier. Il me disait que je devais frapper aussi, sinon j'étais un lâche. Il riait. Il riait quand il tombait et pleurait. Marek confirma également l'hypothèse du psychologue. Jakub ne s'intéressait presque pas à l'argent ou aux objets de valeur. Le processus lui-même le fascinait. Le processus d'humiliation, de destruction et de pouvoir absolu sur une personne sans défense. Il cassait des meubles et déchirait des photos simplement parce qu'il aimait ça. Mais le plus choquant dans le témoignage de Marek fut ce qui se passait ensuite. L'enquêteur demanda « Que faisiez-vous après avoir quitté la maison ?» La réponse de l'adolescent révéla toute la profondeur de leur déchéance morale. « Rien », répondit Marek. « Nous allions simplement à l'arrêt, prenions le même bus 30 et retournions dans notre quartier. Avec les quelques sous volés aux victimes, il s'agissait de très petites sommes que les personnes âgées gardaient pour leurs menues dépenses. Ils descendaient près de chez eux et achetaient une boisson gazeuse et des chips au kiosque le plus proche.
comme si de rien n'était, comme s'il rentrait simplement d'une promenade ordinaire. Les aveux de Marek étaient choquants, mais ce n'étaient que des mots. Lors de ses propres interrogatoires, Jakub Novak continuait de tout nier, se montrait agressif et insistait sur son innocence totale. Pour briser sa résistance, les enquêteurs eurent recours à une procédure standard mais très efficace. La confrontation. Dans une même pièce, face à face, devaient se retrouver les deux adolescents, l'exécutant brisé et repentant et l'organisateur insolent et sûr de lui. Lorsqu'on les fit entrer dans le bureau, Jakub Novak regarda Marek droit dans les yeux et déclara avec un sourire narquois qu'il voyait ce type pour la première fois de sa vie et que tout ce qu'il disait n'était qu'un mensonge éhonté. Mais les enquêteurs s'attendaient à cette réaction. Ils se tournèrent vers Marek et celui-ci, sans lever les yeux sur son ancien ami, confirma d'une voix basse mais ferme toutes ses déclarations précédentes. La pression psychologique n'avait pas fonctionné. L'enquêteur passa alors aux preuves matérielles. Il posa sur la table devant Jakub le sac contenant la montre et la broche qui avaient été trouvées dans sa chambre. Jakub ne s'y même pas. Il déclara qu'il n'avait aucune idée de la façon dont ces objets étaient liés à des crimes quelconques et qu'il les avait simplement achetés quelques semaines auparavant sur un marché aux puces ordinaire. L'explication était faible, mais difficile à réfuter. C'est alors que l'enquêteur joua son atout maître. Il prit sur la table le procès-verbal de l'interrogatoire de Marek et commença à lire lentement, dans les moindres détails, la description de l'intérieur des appartements des 3 victimes, la disposition des meubles, la couleur du papier peint, des détails que seul quelqu'un qui avait été à l'intérieur pouvait connaître. Après avoir fini de lire, l'enquêteur regarda Jakub. Il lui posa une simple question piège, à laquelle il ne pouvait y avoir de réponse logique. Si tu ne connais pas Marek Svoboda et que tu n'as jamais parlé avec lui, comment connaît-il tous ces détails ? Des détails qui n'ont jamais été publiés dans la presse et qui n'étaient là connus que de l'enquête et du criminel. Un silence s'installa dans la pièce. L'assurance agressive de Jakub Novak s'était évaporée. Il se taisait. L'enquêteur répéta la question, mais Jakub refusa de répondre. Sa ligne de défense, basée sur un déni total, s'était effondrée en un instant. Il comprit qu'il était pris au piège. L'enquête conclut que l'ensemble des témoignages détaillés de Marek, des preuves matérielles et de l'échec de Jakub lors de la confrontation était plus que suffisant. Le dossier de preuves était entièrement constitué pour être transmis au tribunal. L'enquête, qui avait duré plusieurs semaines, touchait à sa fin logique. Les enquêteurs et le procureur entamèrent la phase finale, la préparation des documents finaux pour la transmission de l'affaire au tribunal. Chaque action, chaque preuve et chaque mot prononcé lors des interrogatoires prenait désormais une forme juridique stricte. Les actes de Jakub Novak furent qualifiés sous l'article le plus grave. Meurtre de 2 personnes ou plus, commis avec une cruauté particulière pour des motifs futiles. À son tour, les actes de Marek Svoboda, compte tenu de ses aveux et de son rôle dans les crimes, furent qualifiés de complicité de meurtre. Parallèlement à l'évaluation juridique, les psychologues donnèrent leur conclusion finale sur les motivations de chaque adolescent. Le motif de Jakub fut défini comme un désir sadique de pouvoir et d'humiliation, né d'une haine envers le monde environnant et de l'indifférence totale de sa propre famille. Le vol n'était qu'un prétexte. Le véritable objectif était d'infliger de la douleur. Le motif de Marek était beaucoup plus complexe. Les experts le définirent comme une dépendance pathologique à l'opinion d'un leader, une peur panique d'être rejeté et une faiblesse de caractère inné. L'affaire représentait un cas classique et en même temps terrifiant de tandem criminel. Un organisateur sadique et un exécutant suiveur et docile. Lorsque les accusations furent officiellement portées, elles ne frappèrent pas seulement les adolescents eux-mêmes, mais aussi leurs familles. Les parents de Marek Svoboda refusèrent jusqu'au bout de croire à la culpabilité de leur fils. Ils engagèrent un avocat coûteux qui basa toute sa défense sur le fait que Marek agissait sous une domination psychologique complète et n'était pas conscient de ses actes. La réaction de la famille de Jakub fut totalement différente. Sa mère, qui souffrait depuis longtemps d'une dépendance à l'alcool, ne participa pratiquement pas au procès.
Elle se présenta rarement aux interrogatoires et aux audiences, se trouvant dans un état d'ivresse quasi permanent. Ainsi, deux familles, deux pôles sociaux complètement différents, se retrouvèrent tragiquement liés par un même crime odieux. L'une avait engendré le mal, l'autre n'avait pas su en protéger son enfant. Le procès débuta, et l'une de ses étapes clés fut la reconstitution des faits, une procédure au cours de laquelle l'accusé doit reconstituer les événements du crime sur les lieux mêmes. C'était une chance pour le tribunal et les enquêteurs de voir les choses non pas sur le papier, mais dans la réalité. Un jour, Marek Svoboda, menotté, fut emmené dans ce même quartier calme de Slovanie. Entouré d'une escorte et d'enquêteurs, il semblait distant et se déplaçait presque mécaniquement, sans aucune émotion visible. Il montra calmement l'arrêt de bus où lui et Jakub étaient descendus, puis guida le groupe à travers les rues qu'ils avaient empruntées à la recherche d'une victime. La procession s'arrêta devant l'une des maisons. C'était la maison de la dernière victime. L'enquêteur demanda pourquoi il l'avait choisie. Marek regarda le porche et prononça une phrase qui fit froid dans le dos à toutes les personnes présentes. Jakub a dit « celle-là ». Dans cette simple phrase résidait toute l'horreur de ce qui s'était passé, le caractère aléatoire du choix et le pouvoir absolu d'un adolescent sur un autre. La reconstitution se poursuivit près de la porte de la maison. Sur un figurant, un policier, Marek montra comment ils avaient à frapper et comment Jakub avait demandé de l'eau. Il reproduisit en détail les premières secondes de l'agression, expliquant « Quand la porte s'est entr'ouverte, Jakub l'a simplement poussé et s'est précipité à l'intérieur. Chaque pas, chaque geste, chaque action que Marek démontrait sur place correspondait entièrement à ce qu'il avait raconté des semaines auparavant dans le silence du bureau d'interrogatoire. La reconstitution confirma entièrement tous les détails de sa confession choquante. À la fin de la reconstitution, Marek montra comment ils avaient quitté la maison et quel chemin ils avaient pris pour retourner au même arrêt de bus, bouclant la boucle de leur itinéraire criminel. L'enquêteur demanda de quoi ils avaient reparlé en chemin. La réponse de Marek ajouta une autre touche au portrait de leur réalité monstrueuse. Il dit qu'ils avaient discuté de choses liées à l'école, il lui semblait, d'un contrôle à venir. Cette journée, qui avait contenu une agression brutale et la destruction d'une vie humaine, n'était pour eux qu'un simple épisode. La reconstitution prouva la chose la plus terrible. Pour ces adolescents, tout ce qui s'était passé n'était qu'un événement, pas plus important qu'un trajet en bus ou un devoir à la maison. L'expérience de reconstitution ne laissa aucun doute au tribunal sur la véracité des déclarations de Marek. Il devint définitivement clair que cette affaire n'était pas simplement un incident tragique, mais une série de crimes méthodiques et de sang-froid. Le 10 juin 2005, à Pilsen, commença un procès qui attira l'attention de tout le pays. Sur le banc des accusés se trouvaient deux adolescents, deux anciens amis. Leur comportement dans la salle d'audience était aussi radicalement différent que leur rôle dans cette histoire. Jakub Novak se montra insolent tout au long des audiences, refusa de témoigner et garda le silence. Marek Svoboda, au contraire, reconnut entièrement sa culpabilité, répondit à toutes les questions du tribunal et du procureur, confirmant une fois de plus tout ce qu'il avait dit lors de l'enquête. L'accusation construisit méthodiquement, étape par étape, son dossier de preuves. Le procureur présenta au tribunal toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête. Le rapport sur les empreintes digitales de Marek sur le fragment de vase, la montre et la broche trouvées dans la chambre de Jakub, les aveux détaillés de Marek et, enfin, l'enregistrement vidéo de la reconstitution des faits qui démontrait de manière flagrante chacune de leurs actions. Il ne restait aucun doute sur la culpabilité des deux accusés. Après les plaidoiries, le tribunal se retira pour délibérer. Dans la salle, dans un silence tendu, étaient assis tous les participants de cette tragédie. Les quelques parents des personnes âgées décédées et les parents des deux adolescents dont les vies avaient été détruites. Le verdict devait être rendu le 20 août 2005. Ce jour-là, un point final devait être mis à l'affaire. Le juge commença par l'accusé principal. Jakub Novak fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Organisation de 3 agressions, 2 meurtres,
et une tentative de meurtre commis avec une cruauté particulière. Compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal le condamna à la peine maximale à l'époque pour un mineur. Verdict: 10 ans de prison dans un centre de détention pour mineurs. Puis le juge prononça le verdict pour le deuxième accusé. Marek Svoboda fut également reconnu coupable, mais le tribunal tint compte de ses aveux sincères et de sa coopération active avec l'enquête qui avait permis de résoudre toute la chaîne de crimes. Il fut condamné à 5 ans de prison dans un centre de redressement. Les verdicts furent rendus et le procès, qui mit un point final à cette terrible histoire, se termina. Mais son écho résonna encore longtemps dans la vie de ceux qui l'avaient touché. La famille Svoboda ne put supporter la honte publique. Immédiatement après le verdict, ils vendirent leur appartement à Pilsen, déménagèrent dans une autre ville et changèrent de nom de famille, essayant d'effacer à jamais cette page noire de leur biographie. Le destin de la famille Novak ne fut pas moins tragique. Après le procès, la mère de Jakub, qui n'avait jamais surmonté sa dépendance, fut déchue de ses droits parentaux sur ses plus jeunes enfants. L'affaire elle-même suscita une vive réaction dans l'opinion publique. Les autorités de la ville de Pilsen furent contraintes de reconnaître l'existence de problèmes. Et dans les années qui suivirent, les programmes sociaux de travail avec les adolescents difficiles et de surveillance des familles à problèmes furent considérablement renforcés dans la ville. D'un point de vue juridique, l'affaire était entièrement classée. Les criminels avaient été identifiés, leur culpabilité prouvée de manière irréfutable et les peines prononcées et exécutées. Mais une question essentielle restait sans réponse. Jakub Novak, l'organisateur et l'idéologue de ces crimes, n'avait jamais fait d'aveu complet ni tenté d'expliquer ses motivations tout au long de l'enquête et du procès. On ne sait toujours pas s'il avait l'intention dès le départ de causer le maximum de tort ou si la cruauté extrême s'est développée spontanément, de cas en cas, l'enivrant d'un sentiment de toute puissance. Une seule personne connaît la réponse à cette question: Jakub Novak lui-même. Mais il a emporté ce secret avec lui. Il a purgé intégralement sa peine de 10 ans et a été libéré. Son sort ultérieur est inconnu. Ses traces ont été perdues. L'affaire des 2 adolescents de Pilsen est depuis longtemps classée aux archives, mais la question de la cause première de leur cruauté, de la manière dont des monstres se sont éveillés dans un garçon tranquille d'une bonne famille et son ami, charismatique d'un milieu défavorisé, reste ouverte.